Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Michael Lueken, professeur à l'INALCO et actuellement membre senior de l'Institut universitaire de France. Michael est un historien, spécialiste du Japon. Il a écrit un nombre considérable d'ouvrages que je ne pourrais pas tous nommer. Une partie de ses travaux, notamment ses premiers travaux, portaient sur l'histoire de l'art, la photographie et la peinture notamment. Citons par exemple L'art du Japon au XXe siècle, en 2002, Grenades et amertume en 2005, en 1945, Hiroshima, les images sources, 2008. Michael Lueken a ensuite écrit plusieurs ouvrages portant sur les théories critiques et les théories esthétiques à la fois au Japon et sur le Japon. Je me permets de relire un peu ton parcours universitaire, mais on pourrait dire qu'un second moment de ta carrière d'auteur a été plus spécifiquement consacré à ces questions. Je pense à ton ouvrage sur Makai Masakazu, naissance de la théorie critique au Japon, qui date de 2015, et au texte Les fleurs artificielles, qui date de 2016. Et cette analyse des théories critiques à la fois sur le Japon et au Japon, ont ouvert un troisième pan de ton travail qui peut-être relève lui plus de l'épistémologie et de la philosophie que de l'histoire. Et dans le cadre de ce troisième temps de ton parcours, tu t'es plus spécifiquement penché sur la question des représentations, les représentations de l'autre, notamment du Japon, en soulignant les effets de triangulation, d'appropriation, qui jouent dans les échanges culturels, les effets de l'imaginaire sur nos représentations, avec une approche qui n'a jamais été celle d'un censeur qui viendrait nous dire une vérité du Japon contre des représentations erronées. Je crois que ton approche a plutôt consisté à montrer pourquoi l'imaginaire, les effets de gauchissement dans les transferts culturels, la réciprocité parfois inattendue des échanges sont en fait des phénomènes fructueux et qui permettent aussi de réinterroger des notions essentielles comme la notion d'universel, la notion de transfert, la notion d'imaginaire, la notion d'imitation, etc. Et je pense sur ces différents points à tes ouvrages les plus récents, Japon, l'archipel du sens 2016, le Japon grec 2019 ou plus récemment encore, l'universel étranger en 2022. Voilà, j'espère que je ne trahis pas ta carrière et ton parcours en les résumant ainsi. Et nous sommes maintenant très impatients de t'écouter ce soir, car tu vas nous donner la primeur de tes réflexions sur un nouveau sujet, qui est la question de l'occupation du Japon après 1945. Sujet qui est, je pense, aussi un aboutissement logique et chronologique quand on regarde tes précédents travaux, puisque tu as beaucoup étudié la guerre du Pacifique et ses représentations, notamment dans Les Japonais et la guerre, 1937-1952, un ouvrage qui date de 2013. Et tu as aussi énormément sondé la question des transferts idéologiques et culturels. Le Japon, sous l'occupation américaine, c'est en l'occurrence évidemment ce qui vient après la guerre, et c'est aussi un moment intense de transferts idéologiques et culturels, de construction commune, mêlée, une réalité qui est aussi, et qui permet de comprendre le Japon d'aujourd'hui. Je pense qu'il est vraiment difficile de comprendre le Japon contemporain si on ne s'arrête pas à ce moment essentiel de l'histoire du Japon qui est l'occupation. Et sur ce point, je crois que c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'un chercheur qui n'est ni japonais ni américain. Michael, nous t'écoutons. Merci beaucoup Thomas pour ta présentation, merci beaucoup pour ton accueil. Bonjour à vous tous, merci d'être présents, merci infiniment aux interprètes pour le travail qui leur incombe. La question de l'occupation du Japon, elle est, vous le savez bien, extrêmement présente au Japon. Si vous allez à Kinokuniya, vous allez trouver une cinquantaine de livres sur l'occupation du Japon entre 1945 et 1952, 53, 72, en fonction de
la fin qu'on lui attribue. C'est aussi une question centrale dans la perspective de l'historiographie américaine. Énormément de livres sont publiés chaque année sur ces débats. Et dans les deux pays, ce sont des questions qui dépassent les cercles académiques. Ce sont des questions qui relèvent du débat public. Donc, l'objectif de cette présentation sera double. Dans un premier temps, j'avais envie de faire un état des lieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, et comme vous allez le comprendre, la recherche française en particulier ne s'est pas distinguée par sa prolixité sur le sujet. Donc, rappeler un petit peu les informations, donner des choses factuelles, me semble-t-il. Et puis, dans un deuxième temps, essayer de dégager des questionnements à la fois spécifiques et généraux que cette thématique de l'occupation américaine du Japon pose. Alors, on va commencer par un bilan, une présentation de la bibliographie, de manière très classique. On peut dire qu'il y a eu, pour résumer, 3 grandes périodes. Il y a une période qui va jusque dans les années 90-2000, c'est la période des acteurs. Les acteurs reviennent du Japon et écrivent eux-mêmes l'histoire de l'occupation. MacArthur, bien sûr. Là, je cite un livre qui a fait date de Theodore Cohen. C'est la génération de ceux qui ont vécu l'occupation. Certains ont un point de vue différent des autres, ils ne sont pas tous d'accord, mais c'est tout à fait caractéristique. Ce sont des gens qui défendent un bilan, ou qui le critiquent frontalement, mais ce sont toujours les acteurs. Deuxième période, on a la génération des contestataires, mais qui ne sont plus vraiment des acteurs, des participants. Ils ont connu très tôt le phénomène. Je pense en particulier à John Dower, Herbert Bix, on peut penser aussi à Marlène Maillot. Ce sont des gens dont le travail a explosé dans les années 90, 2000, et qui a essayé de remettre au centre l'action des Japonais, du gouvernement japonais, des élites japonaises, mais aussi d'une démocratie locale, vivante, japonaise. J'ai l'impression qu'on en est un peu resté là, en France. Rien de tout cela n'a été traduit, mais c'est, je crois, la vision qui domine, à savoir que l'occupation américaine du Japon n'a été possible que parce qu'il y a eu une prise par la partie japonaise des enjeux importants qui s'y sont déroulés. Quand on regarde jusqu'à aujourd'hui, on voit quand même que les choses ont bien changé depuis la fin des années 90-2000, avec, je dirais, un phénomène de réaméricanisation de l'occupation. Les travaux, me semble-t-il, les plus marquants qui sont publiés récemment insistent sur le rôle de différents organes. Ça peut être le département d'État, ça peut être l'armée, ça peut être la présidence, mais insistent sur le rôle dans le temps, pas simplement à partir de 1945, MacArthur qui arrive, qui installe le SCAP. On prend du recul. Et on voit comment les choses peu à peu se sont mises en place. Je vous donne ici 3 titres, je ne les détaille pas. On voit aussi apparaître de nouvelles approches qui, d'une certaine manière, appliquent un phénomène qu'on voit partout en histoire, où la question du genre, la question des minorités, la question du genre, la question des minorités est centrale. Ici, 3 titres avec Mark McClellan, qui a été un des premiers à ouvrir ce chemin. Il est toujours très actif. Alors, qu'est-ce qu'il en est en japonais? En japonais, c'est une production qui est immense, plus grande encore qu'en anglais. Et si je pense, capable maintenant de dégager des grandes lignes, c'est plus difficile pour ce qui est de l'historiographie locale. Il y a une grosse historiographie locale. Il y a un gros livre qui est sorti, par exemple, l'an dernier sur l'occupation américaine à Kyoto. Il y a un gros livre qui est sorti sur l'occupation américaine à Oita, etc., etc. Je la connais mal.
je dois reconnaître. J'essaye un petit peu de me tenir au courant. Mais si je vois des grandes lignes, je dirais que ce sont les suivantes. D'une part, des travaux qui essayent de faire le répertoire des violences et des dommages. Celui de Fujimei, qui est peut-être le plus représentatif, ici, cet ouvrage de 2022, mais les deux autres que je mentionne vont absolument dans la même veine. Vous voyez, c'est une logique de bilan, c'est une logique qui est essentiellement à charge par des historiens qui essayent de faire remonter l'information de populations qui se sont souvent tues sur les souffrances qu'elles ont vécues. Deuxième grand pilier de l'historiographie, ce sont les questions de censure. Alors ça a été un gros thème depuis les années 90, à commencer par cet ouvrage de Eto Jun, que vous connaissez peut-être, qui a été traduit d'ailleurs en anglais il n'y a pas longtemps, Tosa Sareta Gengo Kukan, Senryogun no Keitsu to Sengo Nihon, qui a fait beaucoup parler, bien en dehors des débats historiens. Le livre qui suit d'ailleurs n'est pas un livre d'un historien, celui de Kai Yuzuru, c'est un ouvrage par un essayiste. Ça dépasse très largement le débat public, le débat académique, pardon, pour toucher le débat public. Et peut-être la grande figure que certains d'entre vous connaissent, ceux qui s'intéressent à cette question de l'occupation américaine du Japon, c'est celle de Yamamoto Taketoshi Sensei, et en particulier là, son dernier livre qui résume certaines de ses recherches précédentes, Keitsukan Hakken Sareta GHQ Meibo, en 2021. Et enfin, troisième ligne, je dirais, ce sont des ouvrages qui vont un peu dans la même veine que ces questions de censure, parce qu'au fond, la censure, c'est de montrer comment les intellectuels, les écrivains, les philosophes, les journalistes ont été empêchés de parler et donc ont été contraints dans leurs paroles, mais là, avec une approche plus générale, plus large. J'en donne ici quelques exemples. Ils vont tous dans le même sens, c'est-à-dire montrer que par le cinéma, par la radio, par le théâtre, par la photographie, par la langue et la politique. Je pense ici à Kayashima Tsushi, qui donc traite des questions linguistiques. Voilà, ce sont des travaux qui montrent une pression tout azimut sur la population japonaise. Et ce genre d'approche, qui donc confine à la mise en exergue d'une forme de lavage de cerveau, c'est ça l'orientation, eh bien elle se retrouve telle qu'elle dans certains ouvrages qui là ne sont plus des ouvrages académiques, mais qui sont des ouvrages polémiques que l'on trouve volontiers, et bien sûr en particulier à droite, voire à l'extrême droite. Je pense notamment à Takahashi Shiro, ces intellectuels-là, qui mettent en avant la pression psychologique qu'a subi le peuple japonais au cours de cette période. Autre point qui me semble important, toujours dans une logique de bilan, on voit depuis quelques années apparaître la question de l'occupation comme champ d'étude à part entière, mais c'est plus simplement le Japon, c'est de façon plus générale, donc ce que les anglo-saxons appellent les occupation studies, ils ont tendance à faire des studies de tout. Là, il y a encore des nouvelles studies, donc les occupation studies, il y a un gros groupe qui s'est constitué autour de Maastricht, qui s'intitule Occupation Studies Research Network, qui rassemble environ 200 membres, très peu de spécialistes de l'Asie, très peu de spécialistes du Japon, je crois qu'on est 3-4 dedans en tout et pour tout. Et c'est intéressant parce que la démarche, elle est comparative, et ça crée évidemment des synergies, ou au contraire, ça montre des différences importantes. Et on y aperçoit des nouvelles approches. Je pense par exemple au travail de quelqu'un comme Jeremy Taylor, qui par exemple a publié un livre récemment dans lequel il montrait comment même les odeurs de l'occupant
change le peuple occupé. Vous voyez, donc on essaie d'ouvrir des nouveaux chemins. Mais ça se rapproche de choses qui sont faites aussi ici, comme je le disais tout à l'heure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est en français? À votre avis? Il y a eu combien de livres publiés sur l'occupation? Bon, c'est vrai que ce n'est pas un gros sujet, hein, vous l'avez compris, c'est un sujet assez anecdotique. Hein. Combien de livres il y a eu en français publiés sur l'occupation américaine du Japon? Naoyo, il n'y a jamais eu un seul livre hein, sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr, la France a voulu hein, participer à l'occupation, mais les Américains ont dit c'est pas la peine. Hein. Et donc la France peut-être a boudé un peu et s'est dit bon, on va se désintéresser de cette question, ça ne nous concerne pas. Alors bien sûr, vous allez trouver des traces très importantes et des informations vraiment fines dans les travaux de Éric Sesley, Guy Bourg-de-la-Motte, Constance Sereni. Il y a des chercheurs qui ont évidemment travaillé sur les sources de première main japonaises et américaines concernant la période, mais ce ne sont pas des travaux qui sont spécifiquement concentrés sur l'occupation. Je crois quand même que ça trahit un rapport un peu jaloux de la France au Japon, qui en reste un petit peu au japonisme, qui en reste à des relations un peu bilatérales, qui n'a pas une très grande envie de voir le Japon dans ses relations avec le monde, et encore moins quand il s'agit des relations avec les États-Unis. Donc, je crois qu'on a là un phénomène qui nous interpelle tous, hein, et comme disait tout à l'heure Thomas, l'idée de travailler sur le Japon, mais dans une perspective triangulaire, hein, je crois, devrait être poursuivie. On ne le fait peut-être plus assez, ça s'est beaucoup fait avant, hein. On ne pouvait pas aborder l'étude du Japon sans s'intéresser à la Chine autrefois, dans la perspective classique. Donc on était toujours dans des triangulations. Depuis les années 80-90, il y a la japonologie, on est dans japonologie, nihongaku, côté très spécialisé, mais on a gagné quelque chose, hein, mais comme toujours, on a perdu aussi quelque chose. Passons aux perspectives de recherche. Je mentionnais tout à l'heure le livre de John Dower, Embracing Defeat. Hein. Il devrait être publié, m'a-t-on dit, à vrai dire ça fait 15 ans qu'on le dit, publié au Seuil en traduction. Je ne peux que me réjouir hein, de la publication de cet ouvrage qui est très important, très bien écrit, c'est un livre qui a vraiment marqué son époque, hein, dans lequel Dower essaye de montrer justement à quel point les citoyens, les hommes politiques, les intellectuels japonais se sont emparés de cette réalité de la démocratie imposée par l'Amérique pour, malgré tout, en faire quelque chose de positif. Ceci dit, si on peut comprendre hein, qu'au moment des guerres du Golfe, dans les années 90-2000, il était très important pour les États-Unis, en tout cas pour certains historiens américains, de mettre un peu à distance hein, cette vision triomphaliste, un peu paternaliste de cette Amérique qui arrive à apporter la démocratie au peuple, hein, à une époque qui était celle des guerres d'Irak. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi critique qu'elle l'était à l'époque. Parce que d'une certaine manière, je crois que le débat il est tranché. On sait évidemment que les élites japonaises, que les citoyens japonais, dès qu'ils ont eu des marges de liberté, ont essayé de les prendre et d'en faire quelque chose. À l'époque, il s'agissait évidemment de contrer aussi les schémas orientalistes hein, qui voulaient que s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait se produire dans un pays comme le Japon, c'était forcément parce que il y avait une force occidentale dynamique, schéma qui remonte au XIXe siècle, qui apparaissait. Or, je crois que là encore, cette question elle est tranchée. On a bien compris qu'au Japon, on peut impulser une force créative et transformer de façon autonome les choses. Donc, je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est plutôt quels sont les mécanismes hein, qui ont réfréné la violence. Hein, je reviendrai là-dessus.
Quelles conséquences le programme de rééducation, c'est vraiment de rééducation qu'il s'agit dans le vocabulaire américain. Donc quelles conséquences ce programme a-t-il eu sur le long terme? Aussi, qu'est-ce qu'on voit de similaire ou contraire, de différent en Europe, hein, en France en particulier? Et puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet épisode pour essayer d'améliorer nos sociétés? Donc, d'une certaine manière, vous l'aurez peut-être compris, je rejoins à la fois les auteurs américains et japonais. Les auteurs américains, parce qu'ils insistent sur la fabrication de l'occupation, c'est-à-dire l'idée que l'occupation n'est pas née en 1945 avec MacArthur lorsqu'il arrive à Tokyo, mais qu'elle a été préparée, construite en amont. Et je rejoins aussi les historiens japonais, dans le sens où ils insistent sur ce que j'appelle la fabrication du consentement. Alors, quelques pistes sur lesquelles je travaille actuellement. Alors, ce n'est pas tout à fait au cœur de mon approche, hein, puisque, comme le disait Thomas tout à l'heure, et comme vous le savez, je travaille essentiellement dans une perspective d'histoire intellectuelle désormais, mais c'est quelque chose qui s'est imposé à moi en commençant à travailler sur les sources et à regarder un petit peu comment les choses fonctionnent. Ce point, c'est ce que j'appelle l'absence de résistance armée au Japon. Alors, on a beaucoup, vous le savez, écrit sur l'esprit de résistance de la population japonaise jusqu'en août 1945. Ça, énormément. Que la population s'est battue, qu'elle a été amenée à se battre, en donnant tout ce qu'elle pouvait, à se sacrifier. Mais après août 1945, sur cette absence de résistance, on n'a pas grand-chose. Voire, on n'a quasiment rien. Sur le fait, tout bête, qu'il n'y a pas eu de guérilla, il n'y a pas eu d'opération terroriste dans le cadre de l'occupation américaine du Japon. Or, on aurait pu avoir une guérilla. On aurait pu avoir des opérations de résistance. Alors, c'est très difficile à documenter pour un historien parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas eu. On aime bien documenter des phénomènes qui ont eu lieu. Mais là, on documente du négatif. On essaye de prouver du négatif. C'est très difficile. Mais j'essaye, en tout cas, de soulever ce point parce qu'il me semble très important. Petit rappel historiographique, ou plutôt historique, excusez-moi, qui concerne ce point. En août 1945, vous avez 644 000 hommes qui sont positionnés par les Américains pour prendre le Japon. Au début par la force, puis pour finir Potsdam est accepté par la partie japonaise, et c'est non plus par la force, mais par accord. Donc ça change un petit peu. Néanmoins, les Américains, dans le cadre du nouveau projet qui s'appelle Blacklist, envoient quand même 340 000 hommes de formation de combat. À une époque, et c'est dans les textes des militaires américains, qu'une probable résistance va se manifester sous une forme ou sous une autre. On s'attend, malgré l'accord, malgré le fait qu'il ait été dit que le Japon acceptait Potsdam, on s'attend à une résistance. Pour vous donner des exemples, il est envisagé la reprise des bombardements aériens sur des villes qui seraient en état d'insurrection, et il est envisagé la capture d'otages, si jamais il y a besoin à la fois pour faire de l'interprétation et pour avoir des informations sur les opérations de résistance japonaises. Or, cette première phase, celle de la prise militaire du Japon par l'armée américaine, que armée américaine, il n'y a pas les Anglais, il n'y a pas les Britanniques à cette époque, elle se fait absolument pacifiquement. Il y a quelques échauffourées, tout petit peu, on en fait certes des livres, mais il n'y a pas de guérilla, il n'y a pas d'action de résistance. Et ce qui est à noter, c'est que
du point de vue américain, ça va rester une surprise. Pendant très longtemps, jusqu'au moins au printemps 1946, pour les Américains, c'est une surprise, ils sont étonnés qu'il n'y ait pas de résistance japonaise. Il n'y a pas eu d'action terroriste, donc ni avant la rencontre entre MacArthur et l'empereur en septembre, ni après, quand commençaient à se mettre en place les procès qui ont amené à l'exécution des quelques dirigeants 2-3 ans plus tard. Alors, s'il n'y a pas eu de heurts, le crédit il en revient à la partie japonaise. Il n'y a pas d'autre possibilité que de dire cela. Ce n'est pas grâce à la capacité de démocratiser les peuples que ça ne s'est pas produit. C'est trop tôt, c'est d'emblée. Alors, vous voyez, donc ça va pas du tout dans le sens de ce que George Bush pouvait dire en 2003, quand il disait, voilà, l'Amérique a prouvé sa capacité à amener la démocratie au peuple, après 1945 au Japon. C'est pas ça, on voit bien que c'est autre chose. Hein. Parce que vous imaginez bien que s'il y avait eu une guérilla, s'il y avait eu des actions de résistance, hein, je crois que l'Amérique a suffisamment montré que quand elle était contestée frontalement, elle pouvait commettre des horreurs. Hein, et que c'était rarement facile hein, pour elle de gérer une contradiction frontale. Elle n'a pas réussi à le faire au Vietnam, elle n'a pas réussi à le faire en Afghanistan, elle n'a pas réussi à le faire en Irak. Quand il y a opposition frontale, hein, l'Amérique a du mal. Et quand on a dans les règles d'engagement militaire la possibilité de faire une reprise des bombardements aériens massifs, on imagine que le mécanisme qui aurait pu se mettre en place aurait été assez compliqué à arrêter. Bref, vous imaginez bien que, émaillé d'actions de guérilla et d'opérations contre-insurrectionnelles, hein, l'occupation du Japon présenterait un tout autre visage, hein, et on aurait peu d'historiens qui s'interrogeraient aujourd'hui pour savoir comment un tel succès a pu voir le jour. Donc la question, me semble-t-il, à laquelle il faudrait répondre, mais je ne vais pas y répondre là, c'est quelles sont les raisons qui expliquent cette non-résistance. Alors bien sûr, on va dire l'épuisement du peuple. Hein. Enfin, on voit bien les capacités de souffrance des peuples sont parfois infinies. Est-ce que ça suffit? Pression sociale, une forme de pragmatisme. Hein. Bref, il y a différentes possibilités, on pourra en reparler tout à l'heure si vous le voulez, mais je vais poursuivre. Je, en tout cas, soumets cette réflexion à votre sagacité. Le deuxième point, qui concerne plus directement mes recherches, va dans le sens de l'histoire intellectuelle. Parce que l'occupation du Japon n'a pas été, comme vous l'avez compris, uniquement une question militaire ou juridique. Ça a aussi été une occupation intellectuelle, pédagogique, une vaste entreprise de réforme des mentalités japonaises. Les mots se trouvent du reste tels quels en anglais. Pour le comprendre, je crois que déjà, il faut, bien sûr, quand on parle de occupation en anglais, on pense à senryo, à shinshu, senryo, shinshu. On a plein de mots comme ça pour parler du phénomène. Mais en fait, occupation en anglais est plus vaste au niveau sémantique. Occupation, vous le savez, signifie aussi ce qui vous pousse dans la vie. Si vous avez dans une feuille à remplir, hein, what is your occupation? C'est ça qu'on vous demande. Quel est votre métier? C'est pas tout à fait comme le français, hein, c'est pas une occupation dans le sens de hobby. C'est vraiment votre métier. Mais c'est le métier dans le sens de ce qui vous anime, de ce qui vraiment vous tient à cœur. Il y a une dimension de vocation derrière cette chose-là. C'est le travail dans lequel l'individu se réalise, conformément aux valeurs du protestantisme américain. C'est le Beruf de Max Weber, si vous voulez. Et beaucoup de ces gens qui ont travaillé sur l'occupation du Japon pendant la guerre et qui vont être un peu les experts du Japon, les Japan Hands, comme on les appelle,
du côté du département d'État, ils sont issus de ce milieu WASP, de ce milieu protestant américain. Je pense à Hugh Burton, à Edwin Reischauer, à Charles Faz, Herbert Norman. Ils viennent tous de milieux missionnaires et protestants. Vous le savez peut-être, Reischauer est né à Tokyo dans une famille missionnaire. Norman, c'est pareil. Charles Faz, son père, il est bibliothécaire en chef de la mission de la bibliothèque des missions œcuméniques à New York. Et Hugh Burton, c'est un Quaker et il a été missionnaire pendant toutes les années 20 ici, avant de devenir universitaire que l'on sait. Je prends un exemple qui montre, je crois, de manière emblématique qu'il existe une porosité entre les différentes acceptions du mot occupation pour ces gens-là, où l'occupation spatiale se double d'une occupation mentale. William Kay, il a été pasteur en Corée coloniale, puis ensuite il a été en poste à la CIE. La CIE, c'est le ministère de l'éducation du gouvernement militaire américain, du SCAP. Il l'exprime, je crois, de façon exemplaire. Je vous ai donné ici la version anglaise, donc je vous le donne en français. Le Japon sait trop bien ce qu'est la capitulation inconditionnelle au sens militaire, mais trop peu ce qu'est l'engagement inconditionnel au service du Christ. Il est à présent occupé par des puissances étrangères. S'il pouvait être occupé au cœur de son être par l'esprit du Christ, alors les mots « le Japon appartient au Christ » trouveraient tout leur sens. Donc on voit bien le déploiement spatial de la puissance des États-Unis se conjugue avec un projet évangélique de gouvernement des âmes. Et ça comprend intrinsèquement un important volet de réorientation idéologique, de ideological reorientation. Alors pour moi, le postulat de départ de tous ces gens qui pilotent la réorientation idéologique du Japon pendant l'occupation est le suivant. La population japonaise s'est laissée enivrer par des idéologies. La glorification de l'empereur, le nationalisme, le panasiatisme. Elle est immature, ça MacArthur va le dire, on le sait bien. Elle est sujette aux élans émotionnels, et donc elle pourrait se laisser prendre de nouveau par les appels révolutionnaires du communisme. Par conséquent, il faut la délivrer de ses rêves, il faut lui extraire la racine de l'imagination d'un lien essentiel qui l'unirait et la distingue. Et pour cela, il convient d'administrer au Japon une cure de réalisme, une cure de pragmatisme. Les émotions viscérales que procuraient aux gens, vous savez, les grands rassemblements patriotiques pendant la guerre, eh bien, il va falloir les remplacer par le souci du bien-être, par la communication, par la résolution collaborative de problèmes concrets. On est dans une logique de management des relations sociales, qui est une des caractéristiques fondamentales des politiques de rééducation nationale des États-Unis, suite à la Seconde Guerre mondiale, au Japon bien sûr, mais ailleurs aussi. Et je crois qu'on pourrait dire qu'il s'agit pour les États-Unis, d'une certaine manière, de débarrasser le monde des... Comment dire, pour jouer un petit peu sur le titre du livre de Benedict Anderson, que vous connaissez peut-être, de le débarrasser des imagined communities, des communautés imaginées ou imaginaires, pour le transformer en des communautés occupées. Des communautés de gens qui ont des occupations et qui ont des choses à faire. Vous comprenez que pour moi, les États-Unis ont fait du pragmatisme une forme d'idéologie américaine. Ce n'est jamais dit de façon explicite. En revanche, on le trouve dans certains documents internes au gouvernement américain, cette manière de dire que la doctrine américaine, c'est le pragmatisme, à opposer au communisme, à opposer au nationalisme, à opposer au dogmatisme de façon générale. Alors comment est-ce qu'on peut, outre ces quelques documents dont je vous parlais, où ça apparaît malgré tout, cette question du pragmatisme, comment est-ce qu'on peut le vérifier dans les faits? Eh bien, à deux niveaux. D'abord, au niveau des échanges intellectuels, où ce phénomène est explicite. Par exemple, si vous regardez la liste des livres que le gouvernement militaire américain mettait dans les bibliothèques qu'il a créées ici au Japon. Vous savez qu'il a créé plein de bibliothèques, il y en avait 23 au total, à travers tout le pays. Donc, il y avait des livres qu'on y mettait. Et ces livres, ils étaient choisis.
on n'en demandait pas aux gens, qu'est-ce que vous voulez, on proposait des livres. Quand on regarde la liste, c'est pas rigoureuse, on a du mal à l'établir de manière fine, mais on a quand même des indices. Ce qui ressort, c'est deux choses. Si on conçoit le pragmatisme vraiment dans sa perspective philosophique, donc on regarde au niveau philosophique, qu'est-ce qui a été proposé, alors là on est complètement en ligne. Il n'y a évidemment rien sur toutes les philosophies continentales, mais il y a Dewey, il y a James, il y a Peirce, et il y a toutes les grandes figures de la constellation du positivisme, du réalisme, comme vous voulez, américain, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est la même chose si on regarde les livres que le gouvernement militaire américain propose aux éditeurs japonais. Vous savez qu'il n'y a pas de livres qui peuvent être importés pendant l'occupation. Les livres, en tout cas jusqu'à 1949, c'est vraiment très strict. Hein. Il n'y a de livres qui pénètrent au Japon depuis l'étranger que validés par les États-Unis. Il y en a très peu. Et donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, le gouvernement militaire américain propose une liste aux éditeurs japonais. Il leur dit, est-ce que ça vous intéresse, hein? Et qu'on regarde la liste, on retrouve exactement le même phénomène. C'est pareil aussi si on voit le type de livre que donnait un peu plus tard, donc, hein, aux bibliothèques japonaises, notamment à la nouvelle bibliothèque de la Diète, hein, que ce soit le gouvernement américain ou les grandes fondations, en particulier la fondation Rockefeller, hein, on est vraiment dans cette logique aussi. Donc ça, c'est une première piste qui l'étaye. Hein. Et puis bien sûr, l'autre piste, pour montrer cet ancrage pragmatique, ce sont des ouvrages qui sont d'une certaine manière pragmatiques, au sens d'une application dans l'essence sociale de la philosophie pragmatique, qui est l'horizon d'une certaine manière de la philosophie pragmatique. C'est-à-dire des ouvrages ayant une portée pratique immédiate. Comment fabriquer un réfrigérateur, comment entretenir les forêts, comment gérer le problème du handicap dans les collèges. Vous voyez, ce genre d'ouvrages vont arriver en masse dans les bibliothèques japonaises. Évidemment, à l'inverse, qu'est-ce que vous allez ne pas trouver? Eh bien, vous n'allez rien trouver sur les civilisations. Rien sur les civilisations, c'est du temps trop long. Rien sur les civilisations, rien sur les études classiques. Alors que les États-Unis s'imposent un peu à cette époque comme un des bastions des études classiques. Rien sur les études classiques. Rien sur le temps long de l'histoire de façon plus générale. Rien non plus, bien sûr, mais ça vous l'aurez deviné, sur qui aille dans le sens du nationalisme ou évidemment du marxisme. Mais ce pragmatisme, il émerge aussi quand on entreprend une archéologie des idées et qu'on regarde un petit peu la littérature grise de l'époque, comment dire, non pas dans une perspective événementielle, mais dans une perspective qui serait plus foucaldienne, d'une archéologie où on essaie de repérer dans la durée des schémas, du vocabulaire aussi, qui montrent une dynamique. Alors un exemple typique pour moi, c'est un manuel publié en 1940, en anglais United States Army and Navy Manual of Military Government and Civil Affairs. Donc c'est un manuel de doctrine sur comment l'armée américaine doit occuper des pays. C'est son premier manuel de doctrine, 1940, on est avant Pearl Harbor, on est une période où même l'Amérique n'est pas entrée en guerre. Il n'a jamais été pris au sérieux par les historiens, quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va subir une profonde réécriture en 1943. Et donc, dans une logique événementielle, où on essaie de voir comment les petits événements se combinent, les petites décisions à différents niveaux, mais surtout à un niveau élevé, se mettent en place, eh bien, on se dit que, d'une certaine manière, ça ne dit pas grand-chose. Mais moi, il me semble que l'histoire intellectuelle, précisément, arrive à montrer autre chose et peut essayer de dégager des lignes pertinentes. Je vous cite 5 passages. 1. On est en 1940. L'intégralité de l'autorité législative, exécutive et judiciaire revient au général qui commande le théâtre d'opération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui va aboutir en 1945 à la nomination de MacArthur
comme chef du gouvernement militaire américain, bah, c'est juste l'application de la doctrine. Donc tous les débats autour de pourquoi est-ce que MacArthur a été choisi, est-ce que ça n'aurait pas dû être un autre, est-ce que... Oui, tous ces débats, d'une certaine manière, perdent beaucoup de leur pertinence. Hein, parce que, bon, il y avait cette logique, bien sûr qu'elle a été remise en cause plus tard. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, mais il y a quand même là quelque chose de très fort, puisque doctrine officielle de l'armée des États-Unis, qui s'applique 5 ans plus tard, hein, je crois qu'il faut en tenir compte. 2, tant que les hostilités continuent, les personnels des unités combattantes ne doivent être chargés d'aucune responsabilité en matière de gouvernement militaire et un personnel distinct doit être déployé en conséquence. Donc vous voyez, c'est la séparation entre la 8e armée, qui s'occupe de l'occupation militaire, et le SCAP, hein, qui s'occupe du gouvernement militaire. Hein. Donc MacArthur, il a les 2 casquettes, hein. À la fois il dirige la 8e armée, et en même temps il dirige le gouvernement militaire. C'est donc quelque chose qui avait été prévu, qui a été discuté bien sûr, mais qui pour finir c'est à peu près dans ces termes-là mis en place. 3. Le but des États-Unis d'Amérique, quelle que soit la guerre dans laquelle il est engagé, est d'obtenir une paix favorable et durable. Une occupation militaire caractérisée par la violence, l'injustice, l'oppression, laisse dans le cœur des populations un sentiment persistant à l'encontre de la puissance occupante, sème les graines d'une nouvelle guerre menée par les occupés contre les occupants, dès que les circonstances le permettent, alors qu'un traitement équitable, réfléchi, modéré des peuples gouvernés par l'armée d'occupation transformera les ennemis en amis. Donc vous voyez, transformer les ennemis en amis, quand vous repensez à toutes les images de soldats américains qui arrivent avec des bonbons, vous les voyez, tous ces films, ces images, ben, on n'est plus sur, comment dire, une... c'est pas le côté enthousiaste, positif de l'esprit américain. On se dit, c'est aussi une politique. On essaye de manager, au fond, la psychologie des peuples. On a conscience que les peuples, ils peuvent réagir, et donc on va d'emblée adopter une stratégie managériale. 4. Un plan de gouvernement militaire doit être flexible. Il ne doit pas être conçu trop en amont, ni de façon trop détaillée. Il doit pouvoir être adapté sans complications inutiles au moment voulu si l'expérience l'exige. Là, pareil, vous voyez, cette flexibilité, cette adaptation au terrain, qui sont des valeurs typiquement pragmatiques, hein, colle parfaitement avec ce refus de préciser la fin de l'occupation qui va caractériser la politique de MacArthur et du gouvernement américain dans son ensemble, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, chaque fois qu'il y a eu un débat autour de l'occupation, jamais les Américains ne se sont laissés prendre au piège de fixer une possible fin. Parce qu'il faut que ce soit flexible, il faut que ça puisse bouger. Et ça, c'est prévu avant même le début de la guerre. Enfin, 5. La Constitution, les lois ainsi que les dispositions locales des territoires occupés doivent rester en vigueur. Les habitudes et coutumes du peuple doivent être respectées, leurs institutions gouvernementales maintenues, sous réserve d'impératifs militaires. Vous voyez, le fait de maintenir la Constitution, en tout cas juridiquement parlant, je vous renvoie à Cézelet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, hein, simplement une réécriture de la Constitution de Meiji, mais évidemment plus encore le fait que l'empereur ait été maintenu et bien sûr qu'ait été mis en place un gouvernement indirect du Japon et non pas un gouvernement direct, comme ça a été le cas en Corée ou en Allemagne, va dans le sens de la doctrine. Donc il y a là encore eu des débats, bien sûr, au niveau du gouvernement américain, en 1943, en 1944, encore en 1945. Néanmoins, la solution retenue, c'est une solution qui avait déjà été envisagée comme la plus pertinente avant même que la guerre ait commencé. Donc quand on prend du recul par rapport aux événements, je crois qu'il ressort un regard nouveau un peu sur la période, qui valorise moins les individus, qui valorise moins les événements. C'est un regard moins héroïque, moins hollywoodien, j'aurais envie de dire. Ils ont mis au contraire la logistique, la prévision, l'organisation. Alors c'est amusant parce que d'une certaine manière ça rentre en conflit avec l'image qu'on a assez généralement des États-Unis comme pays qui promeut l'individu triomphant, qui arrive à... et MacArthur correspond tout à fait à cette image, bien sûr. Ici, c'est beaucoup plus une forme de réalisme pragmatique et la force motrice.
tandis que j'aurais envie de dire que l'idéal de liberté est ramené à une forme d'outil promotionnel, ou en tout cas quelque chose de secondaire qui vise à obtenir l'adhésion du plus grand nombre. Et puis enfin, ce pragmatisme, ce qui me frappe, c'est que, bien sûr, il a été à l'œuvre au Japon entre 1945 et 1952, mais il fait puissamment écho à notre monde contemporain. Je crois que, d'une certaine manière, ça a été la force dominante qui a rassemblé ce qu'on appelle l'Occident au sens le plus large, en incluant le Japon depuis cette époque. Pour tous ceux qui sont dans le monde universitaire, toute cette logique de projet que l'on a sur des thématiques qui ont une application industrielle, sociétale, qui fonctionnent sur des durées relativement courtes, collaboratives, qui se terminent par un rapport, qui va faire l'objet d'une évaluation pour obtenir une aide qui ensuite va permettre un nouveau projet. Vous voyez, on n'est plus dans une science pure comme on pouvait être à une époque, on n'est pas dans le temps long, absolument pas dans le temps long, absolument plus non plus dans une connaissance encyclopédique. Je crois que tout ça se met en place à cette époque, et c'est particulièrement intéressant du point de vue de la France, où ce phénomène est arrivé tardivement, j'ai envie de dire dans les années 90-2000, et au Japon, parce qu'il y a une histoire qui est différente, au Japon ça se met en place beaucoup plus tôt, et donc d'une certaine manière on voit bien mieux la circulation, comment tout cela pénètre. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la figure de Tsurumi Shunsuke, qui est un des principaux passeurs du pragmatisme américain au Japon. Je ne sais pas si c'est un philosophe, un intellectuel dont le nom vous parle encore un peu, Tsurumi Shunsuke, né en 1922, mort en 2015. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés récemment autour de lui. C'est quelqu'un qui anime vraiment le débat intellectuel ici au Japon. Il est complètement en phase avec le pragmatisme. Il a fait ses études à Harvard. Il avait comme répétiteur von Eöquine, c'est chic quand même, qui est quand même une grande figure de la pensée analytique. Il a assisté à des conférences de Russell, de Whitehead, une expérience extraordinaire. Il était tout gamin, il avait 17 ans à l'époque. Et il revient après l'expérience de la guerre, et il entreprend de servir de passeur, et donc écrit des articles sur Charles Peirce, sur William James, sur George Mead, sur George Santayana, mais aussi sur les origines du pragmatisme, sa place au sein de la philosophie, ses développements au Japon, ce qui va donner lieu ensuite à des livres, la philosophie américaine, le pragmatisme en 1955, que retenir de la pensée américaine en 1958, ou encore introduction du pragmatisme en 1959. Il est parfois critique dans ses ouvrages, mais enfin, il présente quand même la pensée américaine. Il va aussi participer à un recueil sur Dewey en 1952, diriger une volumineuse histoire de la pensée américaine en 1950-51. Et pourtant, et c'est vrai que c'est surtout maintenant aujourd'hui comme ça qu'on le connaît, il va finir par devenir l'un des adversaires les plus résolus de l'Amérique au Japon. Et de s'embarquer dans ce qu'il appelle une lutte contre l'Amérique. Amerikato no Tatakai. Donc c'est étonnant, c'est quelqu'un qui parlait anglais, qui a fait ses études à Harvard, qui aimait l'Amérique, qui avait les mêmes valeurs que l'occupant, puisque j'ai essayé de définir la dynamique principale de l'occupation américaine comme une dynamique pragmatique, au sens philosophique. Or, lui, il s'inscrit dans ce courant et il le présente. Donc, ce revirement pose des questions que je crois extrêmement importantes. Elle expose certaines limites du pragmatisme. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais si on suit le parcours de Tsurumi, on peut dire qu'il y en a deux de ces limites que son parcours met en relief. La première, c'est que le pragmatisme refuse la logique dialectique, il refuse la dialectique. Et ça, Tsurumi le dit explicitement, mais plein d'auteurs l'ont dit, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Je cite Tsurumi, la dialectique est quelque chose qui n'existe pas dans la tradition de pensée américaine. Pour le dire autrement, le pragmatisme refuse qu'il y ait dans les choses, des éléments, c'est-à-dire de façon intrinsèque aux choses, de façon inhérente, des éléments qui
les transforme, donc ces choses-là, en leur contraire. Que par exemple la production de capital, la production industrielle, engendre mécaniquement, spontanément, de façon inhérente, la destruction. Que le capitalisme fait naître des populations misérables. Vous voyez, c'est ces logiques de renversement dialectique, automatique, qu'on trouve déjà chez Démocrite dans une perspective très différente, mais pour expliquer le mouvement, il faut bien que les choses changent. Donc, c'est la base du matérialisme, en fait. Une pensée matérialiste est nécessairement dialectique. Et donc, le pragmatisme exclut que la critique ait une valeur intrinsèque et qu'elle puisse ne pas avoir comme finalité d'être constructive. On l'a souvent entendu, le fait que les Américains n'aimaient la critique, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes. Oui, mais c'est pas constructif. What's the point? Précisément parce qu'ils ne sont pas dans une logique dialectique. Ils refusent la dialectique. Or, partout, bien sûr le point pourrait être développé, mais je ne vais pas le faire sur le temps qui m'est imparti, partout où les USA ne sont pas en situation de domination, ce qu'on voit, c'est que leur approche pragmatique, qui a pu fonctionner bien et qui fonctionne bien en interne, elle va susciter une opposition frontale, elle va susciter une opposition dialectique, elle va engendrer comme mécaniquement sa contradiction. C'est évident, je crois, on le voit aujourd'hui en Chine, en Russie, ça l'a été aussi le cas longtemps au Japon, ça a un peu disparu tout ça depuis les années 70, mais pendant longtemps ça l'a été, et quelqu'un comme Tsurumi a essayé de trouver une manière d'intégrer la dialectique au pragmatisme. Au fond, c'est ça, son grand chemin. Il considérait par exemple que, vous voyez, contrairement à l'approche de Wittgenstein de l'école d'Oxford qui disait on ne peut pas y avoir de philosophie qui soit vraiment philosophique si elle n'est pas parfaitement claire et logique. Autrement, ce n'est pas la peine de parler. Si c'est pour utiliser des mots qu'on ne comprend pas, taisons-nous. Donc il faut absolument être clair, précis sur les mots qu'on emploie. C'est l'origine, pour schématiser, de toute la philosophie analytique. Or, Tsurumi dit non, il y a une part de discommunication, et c'est un néologisme qui est de Tsurumi. Donc on pourra traduire ça par discommunication en anglais ou discommunication en français, qui est inhérent au dialogue, inhérent à la communication. Toute communication suscite une discommunication, suscite un message qui tombe et qui se transforme. Rien que ça, c'est très très intéressant parce que, vous voyez, ce mot discommunication, pourquoi est-ce qu'il n'a pas émergé en anglais? Discommunication en anglais veut dire mettre quelqu'un à l'écart. Vous voyez, dans des gamins à l'école, il y en a un qu'on met à l'écart, c'est un mot très courant. On met un gamin à l'écart, c'est ça une situation de discommunication. On ne lui parle plus, on l'ostracise. Mais lui, il l'emploie dans un autre sens, logique. Or, il n'a pas émergé en anglais. On peut se demander pourquoi, mais en fait, c'est logique. Puisque précisément, dans la pensée pragmatique, on n'a pas besoin de cette rupture inhérente au langage. Au contraire, on essaie constamment de clarifier et de dire qu'à travers le langage, on va réussir à résoudre les choses. Deuxième limite, elle est d'ordre topologique. Bien que le pragmatisme, il postule que la philosophie, je le disais tout à l'heure, et plus largement les sciences sociales qui sont son horizon de réalisation. Au fond, le sociologue que Tsurumi est devenu dans les années 60, puisqu'il a obtenu après un poste de sociologue, il était devenu un Shakai Gaksha, c'était la transformation logique de son parcours. C'est en tant que philosophe qu'il a voulu devenir sociologue. C'était l'application de sa philosophie à la réalité. Eh bien, la philosophie et les sciences sociales, elles n'ont de sens que s'il y a un problème à résoudre. Il n'y a pas besoin de concept qui n'ait pas une utilité pratique.
Donc il convient de partir, et là on retourne sur une conception plus courante du pragmatisme, il convient de partir d'une observation des faits pour bien en définir les contours. Donc une approche pragmatique, vous êtes d'accord, elle est nécessairement située dans un espace donné. Parce que si on a un problème, il est là, il y a un problème avec cette table, on va résoudre le problème de la table, c'est situé ici. Alors ça peut être discontinu le problème, il peut être fragmenté, mais il doit être identifiable. Autrement on ne peut pas cerner le problème, on ne peut pas le traiter. Sauf à revenir à une position surplombante, mais du point de vue du pragmatisme, on va vous dire, bah oui, mais là vous revenez à une position dogmatique, théorique, abstraite, c'est pas ça qu'on veut. Mais ce que va constater Tsunomi et tout le groupe avec lequel il travaille au fond, que ce soit sa sœur, que ce soit Mabiyama Masao, que ce soit Kuno Osamu, enfin toutes les figures qui gravitent autour de Tsunomi Shinsuke dans les années 45 jusqu'à 60, c'est que le pragmatisme il n'arrive pas à effacer les rapports de force. Et en fait c'est assez logique parce que comme les situations dont se préoccupent les puissants, et c'est particulièrement vrai à un niveau macro-international, les situations dont se préoccupent les puissants, elles empiètent sur les situations qui concernent les petits. Les ouvertures de focale ne sont pas les mêmes. Comprenez bien que du point de vue américain, le problème c'est le Pacifique, ou alors c'est le Pacifique plus la Russie plus la Chine. Ça fait un gros paquet. Donc comment le problème de Kyushu il trouve sa place là-dedans? C'est difficile, vous voyez, si vous voulez régler un problème qui est à Kyushu, un problème local, vous voulez le régler pragmatiquement. Donc vous avez une logique pragmatique américaine qui va essayer de régler son problème pragmatiquement du Pacifique, un angle macro, mais qui est leur problème à eux. Puis vous avez une autre approche pragmatique qui va essayer de trouver sa place, mais évidemment, ça va rentrer en conflit. Alors, je prends Kyushu, mais si je prenais Okinawa, ce serait beaucoup plus clair. Donc, d'autant que parce que c'est non seulement le pouvoir, mais c'est les moyens de communication, c'est tout un ensemble de moyens qui fait que le champ d'expérimentation des uns mord sur celui des autres. Donc le pragmatisme a non seulement tendance à aller dans le sens du plus fort, et ça vous le savez je crois déjà, mais il finit en plus par polariser les positions. Et donc recréer contre son gré un mouvement dialectique. Comment vous dire, pour prendre une parabole que Dewey utilise régulièrement, celle de la maison. Il aime beaucoup prendre l'exemple du charpentier. Dewey, parce qu'il faut que ce soit... Justement, on a un problème, on veut construire une maison. Les architectes apprécieront et connaissent peut-être les paraboles utilisées par Dewey. Vous voyez, deux charpentiers à qui aurait été allouée la même parcelle, ils auront beaucoup de mal à réaliser chacun leur projet. Ou même si leur parcelle n'est pas entièrement la même et qu'elle se chevauche. Il y en aura un qui devra faire des sacrifices, et généralement celui qui fait les sacrifices, c'est celui qui est le plus petit. Même si le plus puissant, il pourra aménager un petit coin, petit grenier, petit truc sous le plancher, là, vous voyez que ça va polariser les situations. Donc une négociation aura lieu, mais le mieux armé l'emportera. Donc le souci des situations produit paradoxalement une polarisation du centre et de la marge. Alors, sachant que pour moi, il n'est pas question de réclamer un retour de l'idéalisme et de l'adhésion par la croyance, la question que je me pose est au fond, et aussi compte tenu du fait qu'il y a eu un usage de la pensée dialectique qui a produit des drames épouvantables au cours du XXe siècle, c'est l'autre paramètre. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut réformer pragmatiquement le pragmatisme? Et qu'est-ce que la pensée japonaise d'après-guerre peut nous offrir à ce sujet? Et je crois que Tsunomi Shinsuke, je commence mon travail sur lui, peut proposer des pistes de réflexion féconde. Et je laisse ça. Bien, merci Michael pour cette présentation passionnante et tout à fait lucénienne, puisqu'on commence par l'histoire et on finit par la pensée. Donc ça finit par des questions à laquelle il va être peut-être difficile de répondre, mais je suis sûr
plusieurs personnes dans cette assemblée pourront relever le défi. Je vais juste poser une petite question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudront parler, j'en aurai peut-être d'autres après, mais j'ai été très frappé par ton insistance sur cette question du pragmatisme et puis, du fait que finalement on avait un terreau commun de tous ces penseurs, acteurs américains qui ont joué un rôle prépondérant dans l'occupation du Japon. Et ton insistance peut-être à noter l'aspect finalement non idéalisant de leur pensée et pragmatique. Mais en même temps, est-ce que justement il n'y a pas quelque chose de très religieux en ce sens que, le pragmatisme, puisqu'il fige les positions, il implique des essences, et on voit bien qu'il y a une sorte quand même d'idée de mission un peu des États-Unis par rapport à un Japon qui est lui-même enfermé dans son statut d'État qui serait essentiellement le sien. Ça, c'est quand même frappant quand on lit évidemment le sabre et chrysanthème de Ruth Benedict. Et ça, il me semble que ça rejoint finalement un peu l'idée de Tsulumi, qui est que finalement le problème du pragmatisme, c'est son absence de dialectisme, et qui dit absence de dialectisme dit effectivement réification un peu religieuse des choses. Voilà ma question. Merci Thomas, tu vas tout de suite au cœur des choses. Je vous cite un document là, de 1953, américain, qui est un des rares documents dans lequel il est affirmé que donc le pragmatisme peut être considéré comme l'essence de la philosophie américaine, avec tous les paradoxes que ça implique. Si nous rejetons l'approche marxiste et jugeons que notre philosophie pratique et non abstraite possède une plus grande validité, que pouvons-nous dire de notre conception de la vérité? Nous pouvons dire, je pense, que si une idée est présentée par quelqu'un comme vraie, alors cette idée se doit d'être acceptée dans le grand marché des idées. C'est rigolo ça. C'est là, comme nous l'avons vu, une philosophie typiquement expérimentale qui se méfie viscéralement des abstractions. C'est ce qu'on nomme le pragmatisme, une approche de la philosophie qui peut être définie comme une doctrine affirmant que le sens d'une idée doit être recherché dans ses implications pratiques. Ça, c'est un cours qui est donné aux agents de la CIA à partir de 1954 et jusque dans les années 80 pour leur expliquer la position américaine, en anglais American Thesis. Et toutes les contradictions que tu pointes, elles sont là, et ils en sont conscients. Ils en sont conscients, et ils ont toujours essayé de résister à la nomination de leur génie, je dirais. Ils le font par défaut, en 1953, au moment où vraiment la guerre froide monte en pointe, et que réservé à des personnels voilà, c'est pas quelque chose qui va être sur lequel ils vont communiquer. La dimension religieuse, elle est reconnue aussi. Et donc on touche au fond du problème, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le pragmatisme américain s'est toujours érigé contre l'idéalisme kantien, pour résumer rapidement, ou contre le marxisme, au nom de sa flexibilité, au nom de sa capacité à regarder les faits tranquillement, sans abstraction, mais en fait, elle n'échappe pas à cette logique qui est le propre même de la nomination. À partir du moment où on a un mot, on a des concepts, il y a quelque part une réification, comme tu le dis à l'instant. Et en plus, il y a tout l'aspect social qui va derrière, parce que les pensées, elles ne flottent pas en l'air, elles sont portées. Elles sont portées par des individus qui sont attachés à des maisons d'édition, qui sont attachés à des universités, qui participent d'un milieu. Et cette logique-là est une logique sociale qui, par conséquent, implique des rapports de force. Alors, je vais peut-être laisser la parole à l'assistant
distance parce que je pense que plusieurs personnes vont poser des questions. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël, c'était passionnant. J'ai peut-être deux questions d'ordre un peu différentes. La première, en fait, c'est que je sors de ton exposé, en fait, très gênée parce que je dois vous l'avouer, je suis pragmatiste. Et du coup, je ne sais plus quoi faire et je ne sais plus quoi penser parce que l'histoire des idées telles que tu la présentes, je la trouve passionnante quand elle est saisie justement du côté Japon, mais je trouve que comment est-ce qu'on fait pour ne pas diaboliser, ou ne pas essentialiser, ou ne pas déhistoriciser, ce qui serait de ta part très étonnant, cette pensée-là qui par ailleurs aujourd'hui, dans 15 jours, il y a quelqu'un qui vient présenter le travail de Isabelle Stengers qui a réouvert la pensée pragmatiste en France et en Belgique. Et le travail sur Whitehead est complètement repris. Ça a formé des générations de sociologues et d'anthropologues et de gens en sciences humaines et sociales ces 20 dernières années. C'est les sorties d'une sociologie critique dont on n'arrivait pas à se dépêtrer. Et donc il y a des effets extrêmement positifs. Et du coup, je me demandais comment est-ce que dans la présentation de cette histoire, qui est passionnante parce qu'elle est justement singulière, située, etc., et qu'elle est retravaillée de fond en comble, si on la revoit depuis le Japon, comment ne pas aboutir à une diabolisation du courant de pensée lui-même, ou même de sa logique, puisque entre ce courant de pensée-là, dans les années 50, 60, 70 que tu décris, et ce qu'il peut produire aujourd'hui dans un contexte très différent, on est à des effets très, très, très contrastés, qui sont justement inverses. Donc voilà, j'avais une question de cet ordre-là. L'autre question, puis comme ça tu choisis, c'est je voulais savoir, c'est plus méthodologique, c'est qu'est-ce que tu fais du début du récit que tu as construit, qui est basé en partie sur une histoire contrefactuelle. Est-ce que tu comptes la suivre, la tricoter en fait, c'est-à-dire de tirer les conséquences de à quoi aurait ressemblé l'histoire si les États-Unis avaient eu à faire face à des actes de violence, voilà. Méthodologiquement, qu'est-ce que tu fais de cette pensée spéculative qui est au cœur du pragmatisme? Je te remercie de tes questions. Alors je commence par la première. Je m'en empare comme je l'ai fait là, c'est-à-dire que je lance la question. Je pense que c'est le principal intérêt d'une approche contrefactuelle, c'est d'abord de soulever le problème, parce que naturellement on ne va pas pouvoir amener de réponse, dans la mesure où précisément la chose ne s'est pas produite. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est ensuite de proposer des hypothèses. Donc ça n'a qu'une valeur méthodologique. Je ne vais pas construire un récit derrière où j'essaierai, ça je crois le travail d'un romancier, c'est passionnant, mais il y a eu des romans qui sont allés un peu dans ce sens, mais en tout cas je crois qu'il faut soulever les problèmes, peut-être aller plus loin que ce que j'ai fait là actuellement dans cette présentation, essayer d'explorer quelles sont les différentes réponses possibles, mais sans non plus essayer de vouloir regarder le monde à l'envers. Pour ce qui est de la première question, tu rejoins au fond ma position d'une certaine manière, c'est-à-dire que je ne cherche pas à balayer le pragmatisme, parce que je vois bien c'est une pensée quand même qui permet de résoudre les conflits de manière relativement pacifique, qui exclut, on va dire, dans les grandes largeurs, la violence. C'est ça son grand mérite. Et de fait, parce qu'elle implique de la communication, elle implique dire « Ah, il y a un problème entre vous? Il est où le problème ?» On définit le problème. On échange, on discute, on arrive à une solution. Et quand on est en interne,
c'est quelque chose qui marche bien, et on voit qu'il y a une efficacité du pragmatisme qui permet de juguler la violence. En revanche, dès qu'on élargit la focale et qu'on regarde les choses à un niveau mondial, on se rend compte que ce monde pragmatique américain a toujours énormément eu de mal à gérer ses marges. Et c'est là où je m'interroge. Donc je ne suis pas dans la perspective qui est la tienne, qui est donc où tu vois tout l'intérêt du pragmatisme dans des perspectives de recherche qui t'appartiennent, mais j'essaye de regarder dans une logique de conflit, qui en fait ce sur quoi je travaille depuis toujours. J'ai toujours travaillé sur le conflit, les scènes soga, moi c'est ce qui m'intéresse, la question du conflit, de l'appropriation, des tensions. Je tourne autour de ces questions. Le pragmatisme a du mal avec ses marges. Il ne sait pas les gérer. Et au fond, il contribue à créer de la violence. On sait que la question de l'emploi à vie, par exemple, n'était pas favorisée par le gouvernement militaire américain, qui voulait au contraire de la souplesse sur le marché du travail, conformément à la position de la vision que l'Amérique avait de l'emploi. Il fallait que ce soit flexible, il fallait que les salariés puissent passer d'une entreprise à une autre rapidement. Donc le choix qui a été fait, en effet, en concertation entre le patronat et les syndicats, se fait d'une certaine manière contre les Américains. Par contre, vous avez évidemment raison, il y a eu une alliance du gouvernement conservateur japonais et des Américains, enfin ça vient quand même d'abord des Américains, pour réprimer les mouvements de gauche sur lesquels l'occupation s'était appuyée au début. Donc les deux dynamiques existent. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que, en tout cas pendant la période de l'occupation, occupation 1945-1952, on trouve comme ça beaucoup d'exemples où on peut se dire, ah, là quand même, les gouvernements japonais ont eu une marge de manœuvre. Les syndicats ont eu une marge de manœuvre. Le patronat a eu une marge de manœuvre. C'est vrai, il y a une marge de manœuvre, et de ce point de vue-là, d'avoir absolument raison. Mais ils n'ont eu de marge de manœuvre que dans les limites qui leur ont été fournies. C'est-à-dire qu'elles font partie du jeu, ces marges de manœuvre. Et il y a des frontières qui ne pouvaient pas être dépassées. C'est, je crois, quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Ce que je trouve très intéressant pour rebondir sur la question, finalement c'est votre question, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'en fonction des interprètes, les gens vont donner des raisons différentes de cette culture du consensus qui serait supposément authentiquement japonaise. Et parmi ceux qui ont donné les Américains comme cause, il y a aussi John Dower. John Dower parle de la question de la censure comme ayant joué un rôle, l'autocensure comme ayant joué un rôle très important dans la culture du consensus du Japon d'après-guerre. Qui a raison, ça, c'est à vous de choisir finalement. Alors, j'ai une toute petite question. Vous avez commencé effectivement votre présentation en disant qu'en France, il y avait peu de travaux sur l'après-guerre et zéro ouvrage. C'est un sujet qui est resté finalement peut-être à la marge du corps de spécialité de beaucoup de chercheurs et de chercheuses en japonologie francophone. Et la question, alors j'ai quelques hypothèses en tête qui pourraient expliquer ça, mais plutôt ma question c'est, mais pourquoi est-ce que du coup vous penchez dessus, vous, à ce moment-là de votre carrière? Quel est finalement l'intérêt dans votre parcours de recherche et quels sont finalement les éléments qui vous amènent à vous pencher sur cette question-là maintenant? C'est gentil. C'est gentil, merci pour cette question. Alors, il y a eu beaucoup plus de travaux sur l'après-guerre que sur l'occupation. Avec un certain nombre de collègues, il n'y en a pas ici, on a publié il y a une quinzaine d'années un livre qui est intitulé Le Japon après la guerre. Moi, quasiment tous mes travaux englobent la période jusqu'au début des années 50, et
Donc l'après-guerre, d'un point de vue japonais, a beaucoup été, en tout cas correctement étudié. Je ne dirais pas du tout la même chose qu'à propos de l'occupation. Alors, qu'est-ce qui m'amène? D'abord, il y a longtemps que j'avais envie de travailler dessus. Ma thèse s'arrête en 1952. Mon livre Les Japonais et la guerre s'arrête en 1952. J'ai écrit plusieurs papiers où je parle de l'occupation américaine, c'est dans le titre, je tourne autour. Mais il y a quelque chose d'un peu écrasant. Il y a énormément de travaux qui ont été faits dessus, que ce soit en japonais ou en anglais, comme vous l'avez compris, et partir de zéro est difficile. Donc il faut trouver un angle en fait, d'approche. Et je dirais que c'est cette question du pragmatisme qui m'a ouvert le chemin, parce qu'elle me semble peu explorée, voire neuve, qu'elle s'inscrit dans le prolongement de mes travaux sur Nakai Masakazu, qui à la fin de sa carrière, fin de sa vie en fait, parce qu'il est mort juste après, il est mort en 52, tout d'un coup s'intéresse au pragmatisme, cite des auteurs pragmatiques et puis aussi fréquente les Américains dans le cadre de ses fonctions. Donc il y a quelque chose d'un petit peu presque naturel pour moi qui s'est mis en place. Et s'ajoute le sentiment que les grands travaux qui ont été faits justement dans les années 90, début de 2000 par les universitaires américains, à partir de sources qui étaient nouvelles à l'époque, a été, comment dire, peut être réembrassé grâce aux outils numériques. Eux ont travaillé sur des sources papier qui étaient déclassifiées depuis peu. Or, aujourd'hui, toutes ces sources, et beaucoup plus, sont maintenant disponibles en ligne. Donc, on a beaucoup plus de sources qu'il n'en avait, et on peut aussi les parcourir de manière différente. Et ça ouvre, je trouve, des perspectives intéressantes, parce que, évidemment, quand on est... vous voyez, on regarde très extérieur, on se sent un peu petit quand même, par rapport au sujet. Quand on voit les productions américaines et japonaises, c'est un peu intimidant. Se dire que on va pouvoir rentrer dans ces matériaux en prenant les grands documents, parce que maintenant ils sont quasiment tous disponibles et de manière nouvelle, je trouve que ça donne une légitimité, parce que je crois que ce n'a pas d'intérêt pour un public français de se présenter, d'essayer d'écrire quelque chose sur l'occupation, si c'est pour faire un sujet de niche. Voilà, il y a plusieurs dates à la fin de l'occupation, puisque, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, il y a le cas de l'Okinawa, c'est 1972, je le rappelle, 53, c'est pour Amami et toutes les Ryukyu du Nord, et puis il y a quand même un phénomène, en tout cas d'occupation d'une partie de l'espace japonais qui n'a jamais complètement disparu. Donc ces différentes couches, elles ne sont pas superposables, c'est des périodes qui sont différentes. Malgré tout, il y a des continuités, c'est une évidence. Rien que se dire que au moment de l'entrée en vigueur du traité de San Francisco, la superficie de terrain occupé par l'armée américaine double, est quand même matière à réflexion, parce qu'ils ont négocié ça avec la partie japonaise, c'est-à-dire que grosso modo, ils laissaient les beaux bâtiments à Tokyo, mais ils disaient qu'ils avaient besoin de terrain d'entraînement à travers le pays. Donc une emprise sur le territoire qui est très importante, en tout cas dans les années 50, ça se résout ensuite au début des années 60. En termes comment dire, de pilotage, de guidance, j'aurais pu parler de ce mot guidance qui est vraiment intéressant. La barrière de 52, c'est rien, mais juste rien. De toute façon, la CIE, ce fameux ministère, entre guillemets, de l'éducation du gouvernement militaire américain, les principaux officiers restent jusqu'à 55. Ils sont rapatriés à l'ambassade, mais enfin, ils continuent de faire le même boulot, pour une part, et puis
il y a un certain nombre d'opérateurs, les fondations en particulier, Rockefeller, Ford, qui prennent le relais, enfin même pas prennent le relais, parce qu'ils étaient déjà là à vendre. C'est-à-dire qu'on lit les carnets de ces gens-là, c'est rien. 52, mais rien. Ah oui, il y a une soirée, ils sont allés, il y a un gueuleton, quoi. Enfin, mais business as usual. Donc des continuités, il y en a de manière forte. Après, vous avez raison, il y a aussi des ruptures, il y a une réintroduction d'une liberté de la parole. On commence aussi à découvrir ce qui s'est passé pendant la guerre, et notamment la question de la censure. Il y a un numéro dans Chisso qui est publié en juin 1953, dans lequel les intellectuels qui avaient tous entendu parler du fait qu'il y avait une censure, là on leur donne une présentation claire de ce qui s'est passé, donc ça suscite du débat. Donc il y a les deux, il y a des continuités et il y a des ruptures. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'il en est, puisque tu t'es beaucoup penché sur la question du pragmatisme, de cette influence américaine, de cette approche américaine de l'occupation, qu'est-ce qu'il en est finalement, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui au Japon de cet héritage philosophique-là? Est-ce qu'il y a une école qui reste importante? Est-ce qu'elle n'a jamais pris souche? C'est pas forcément, enfin, ce que je connais, c'est pas forcément ce qui est le plus connu en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a un héritage pragmatique au Japon même? Alors, merci pour la question. Alors, une des qui n'est dans une perspective d'histoire de la philosophie serait très clairement distinguée du pragmatisme, à savoir la philosophie analytique. Dans la perspective qui est la mienne, je les mets ensemble. Ça pousse des mêmes racines, et de fait, quelqu'un comme Charles Peirce est un peu perçu comme le fondateur par les deux traditions. Et la philosophie analytique, elle s'est beaucoup développée depuis les années 50, et les Américains ont beaucoup aidé au développement de la philosophie analytique. Il y a beaucoup de grands, Quine est venu ici, d'autres grands philosophes analytiques américains sont venus dans les années 50 et 60 aussi. Et ça dure toujours. Donc cette opposition philosophie continentale, philosophie analytique, au Japon, elle est tout aussi établie qu'elle l'est ailleurs, en Europe. Pour ce qui est du reste, eh bien, la vocation de la, comme je le disais tout à l'heure, de toute une partie de la philosophie pragmatique, c'est de se fondre dans les sciences sociales, en particulier dans la sociologie. On voit bien que je parlais de Tsurumi, qui lui, au début, était philosophe, puis pour finir, qui a été recruté comme sociologue, et tous ceux qui parlent aujourd'hui de Tsurumi sont fondamentalement des sociologues. C'est Yoshimi Shunya, c'est Gomaeji, c'est là. Mais historiquement, c'est pas. Même s'il y a d'autres racines, bien sûr, il y a aussi l'Allemagne, il y a aussi la France, les Durkheim, on ne peut pas tout réduire, mais ça a continué de vivre, et je crois que c'est en particulier frappant en termes de politique de recherche, de pilotage de la recherche. Je crois que cette dimension, elle est forte, et en France, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que le Japon est particulièrement intéressant? Parce que précisément, il a été dominé de manière très forte, avec une empreinte colossale, mais juste par l'Amérique, qui a évidemment repoussé tout le monde, un peu les Anglais, les Australiens, mais qui n'avaient que des tâches, comment dire, de police militaire. Ils n'avaient aucune tâche d'administration gouvernementale. L'administration gouvernementale a été entièrement faite par les Américains. Donc, ça distingue le cas japonais du cas allemand, qui, comme vous le savez, a fonctionné différemment. Ça il distingue aussi du cas italien, qui, très vite, l'Italie a eu sa constitution,
les choses se sont jouées différemment. La présence américaine a été beaucoup plus courte et beaucoup moins profonde. Ça distingue aussi du cas français où, bien sûr, il y a un petit peu de présence américaine, mais faible. Bref, je crois que c'est une occupation un peu modèle, hein. Pas au sens qu'elle est belle et qu'elle est parfaite, mais ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, en grande partie. Hein. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, et les échecs sont relativement peu nombreux. Ils ont fait adopter une constitution qui leur allait, ils ont réussi à maintenir des troupes comme ils voulaient, il n'y a pas eu de violence à grande échelle, hein. Il y a eu une absorption peu ou prou des grandes lignes idéologiques en termes économiques notamment qui les intéressaient. Donc voilà, ils ont réussi donc il y a quelque chose de modèle. Et comment ensuite arriver à le passer au niveau plus large? Je reviens sur l'occupation, donc je m'adresse à tous mes collègues, amis japonologues, voilà, on travaille à traduire, on présente. Il faut servir aussi de passeur à cette pensée-là, parce que c'est évident que si on ne la lit pas en partie dans la langue, on aura du mal à justement faire ce saut du local au global. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Moi, je vais poser la dernière question alors. Non, je voulais revenir parce que tu avais mentionné cette question de l'importance qui avait été donnée à tout ce qui était comparatiste, en fait, philosophie comparée, histoire de l'art comparé. Et c'est vrai que de ma connaissance des travaux en littérature sur le Japon, donc les premiers travaux après-guerre sont principalement ceux des Américains, enfin Donald Dickin et compagnie, c'est vrai qu'il y a toujours, il me semble, ce souci de rattacher finalement les grands écrivains japonais à des grandes figures de l'art occidental, comme si finalement il fallait pas que justement le Japon soit complètement isolé sur le continent de l'art et de la pensée, etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a peut-être quelque chose un peu justement là de dialectique, avec d'un côté un regard un peu à la Ruth Benedict, où on va au Japon, il faut que ça soit quelque chose de stable, qu'on comprenne, qu'on puisse l'appréhender comme un matériau sur lequel on peut travailler parce qu'on sait exactement ce que c'est. Et puis, au contraire, une volonté systématiquement de le rattacher finalement à... Est-ce qu'il n'y a pas deux mouvements, en quelque sorte? La question du comparatisme, ce qui est frappant, c'est que, au fond, la logique comparatiste, elle permet de créer un marché des valeurs. C'est ça à quoi elle sert. Hein. Elle sert à créer un marché des valeurs et on va mettre le bouddhisme à côté du protestantisme, à côté du christianisme. On va essayer de voir comment ça dialogue, ce qui s'ajuste, ce qui ne s'ajuste pas, regarder qu'est-ce qui intéresse les uns les autres, hein, dans des logiques vraiment de mise en place d'un champ universitaire, hein, et emporteront certains discours. Je crois que ça c'est vraiment ce que tentent de faire les promoteurs du comparatisme après-guerre. Hein. Ils le réussissent assez bien. Est-ce que ça ne crée pas son opposition? Oui, tu as raison. Tu as raison, puisque d'une certaine manière, on voit à quel point quelqu'un comme Tsumishinsuke, d'une certaine manière, assez vite, va aller du côté des Nihonjinmon. Parce qu'à force de vouloir clarifier, simplifier des discours dans une perspective comparatiste afin voilà, d'avoir un discours au niveau mondial, hein, eh bien, on rigidifie les valeurs, hein, on rigidifie les qualités, et le temps passant, on peut se retrouver dans quelque chose de complètement différent. Ça, c'est d'ailleurs un point très intéressant, comment ces socialistes, hein, comme Tsurumi Shinsuke, comme Tadamichi Taro, tout ce groupe-là dans les années 50-60, hein, comme Minami Hiroshi,
vont poser les jalons de ce qui va devenir une des caractéristiques de la droite dans les années 70-80 et qu'on va mettre sous le label des Nirvanjienland alors que en fait ça vient d'autre part. Donc oui, la question est très poussée. Mais c'est aussi le parcours des Tojo en fait, qui Ouais, n'était pas... ouais. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clore la séance et remercier de nouveau Michael Nguyen pour cette... そしてね、通訳の方に深い感謝の意を表したいと思います。ありがとうございます。Merci beaucoup.